Bonjour à tous, dans le cadre du cours AFIP 2014 de l'ESILB, nous allons vous présenter les contingents Convertible Bonds, plus communément appelés CoCo Bonds. Les CoCo sont des obligations convertibles en actions en cas de dégradation de la solvabilité de la société. Nous allons vous expliquer dans un premier temps l'apparition des CoCo, produits nés après la crise de 2007, puis détailler ses spécificités et son fonctionnement. Le capital d'une entreprise est composé d'actifs qui est permanent et de dettes qui doit être remboursée. Avec la nouvelle réglementation bâloise, celui-ci est composé en trois parties, le tiers 1, 2 et 3. Le tiers 1 est la partie la plus solide des capitaux propres des institutions financières. Avant la crise de 2007, les banques utilisaient très peu de capitaux propres et empruntaient tout ce qu'ils avaient besoin. Ce gros effet de levier a amélioré le rendement des actifs et a aidé à augmenter le prix de l'action. Les régulations bancaires ont limité les expositions auxquelles les banques pouvaient investir sur le marché. Et pour cela, ont demandé un certain montant pour couvrir en cas de mauvaise santé des actifs de la banque. Afin de combiner ces demandes, il y a eu l'apparition des obligations hybrides, appelées obligations convertibles. Les hybrides, y compris les CoCo, présentent des caractéristiques à la fois de dette et de capitaux propres. Ils sont destinés à agir comme un amortisseur entre obligataires et les actionnaires principaux, qui souffriront d'abord si le capital est perdu. Les régulateurs considèrent cela comme des equity, contrairement aux investisseurs qui considèrent cela comme des obligations. En fonction de la structuration de l'obligation, les agences de notation considèrent aussi qu'ils sont comme des equity, ce qui signifie que le risque pur d'une dette classique est diminué, et donc que les hybrides sont moins risqués qu'une obligation classique. Les hybrides d'avant la crise étaient comme des obligations classiques, c'est-à-dire les investisseurs prêtaient une somme pendant une période prédéterminée et recevaient en contrepartie des flux réguliers, plus communément appelés coupons. Ces produits ont été créés pour aider la banque en cas de moments difficiles, mais pendant la crise, les possesseurs d'obligations qui étaient les plus gros acheteurs d'hybrides n'ont pas voulu convertir leurs produits. Les investisseurs savaient qu'en convertissant en actions, qu'ils allaient bénéficier de la décote, et ainsi perdre de l'argent. Cette altercation a posé problème à la Commission européenne et des gouvernements nationaux à cause des menaces des investisseurs. La Commission européenne a forcé toutes les banques proches de la faillite à laisser les investisseurs prendre les pertes. Le compromis entre ce que voulaient les régulateurs et les investisseurs a abouti à une nouvelle forme d'hybride, les contingents Convertible Bonds. Contrairement aux hybrides existants, les CoCo sont convertis en actions ou dépréciés de sa valeur à condition qu'un certain niveau soit atteint. Ce niveau peut être par exemple le core tier 1 d'une banque qui décroît en dessous du seuil de 5%. Le ratio tier 1 est un ratio qui représente la santé financière de la banque. Si cela arrive, les possesseurs de CoCo ne vont plus posséder d'obligations mais des actions, ce qui permettra à la banque de récupérer immédiatement du capital. Les banques pensent que ce genre de petit boost permettra de repasser au-dessus du seuil de sûreté. Bien, maintenant nous allons voir plus précisément la structure d'un CoCo. Les CoCo ont deux principales caractéristiques. Le mécanisme d'absorption des pertes dans un premier temps et le déclencheur qui active ce mécanisme. Un CoCo peut absorber les pertes, soit par conversion en action ordinaire ou en subir une dépréciation principale que l'on appelle le write-down. Le déclencheur quant à lui peut être soit mécanique, c'est-à-dire numérique défini en termes de ratio de fonds propres, ou bien discrétionnaire, c'est-à-dire l'objet d'un jugement de surveillance. Concernant les triggers, donc les déclencheurs, il existe trois façons de les déclencher. Dans un premier cas, le mécanisme d'absorption des pertes est activé lorsque le capital de la banque émettrice CoCo tombe en dessous d'un seuil préspécifié de ses actifs pondérés des risques, ou encore lorsque les déclencheurs du marché sont fixés à un ratio minimum de la capitalisation boursière de la banque à ses actifs, ou enfin lorsque les déclencheurs discrétionnaires sont activés en fonction du jugement des superviseurs. Les superviseurs peuvent activer ce mécanisme s'ils croient qu'une telle action est nécessaire pour éviter l'insolvabilité de la banque émettrice. Sous BAL 3, les CoCo peuvent être qualifiés d'additionnels Tier 1, AT1 ou Tier 2, T2 capital,
La sélection du niveau des triggers est largement déterminée par le compromis entre les considérations réglementaires d'éligibilité en capital et les coûts d'émission. Les cocos à faible déclencheur ont une capacité d'absorption des pertes plus faible. En conséquence, ils ont tendance à être moins coûteux, mais ne sont généralement pas admissibles à l'homologation capital AT1. Néanmoins, un coco à faible déclenchement permet aux banques de renforcer leur capital T2 d'une manière efficace. En vertu de BAL 3, le niveau de déclenchement minimal requis pour qu'un coco soit qualifié de capital AT1 est de 5,125%, et tous les instruments AT1 sont perpétuels, donc pas de date d'échéance. Via la plateforme Bloomberg, voici la liste de l'ensemble des cocos sur le marché. On retrouve la valeur du coupon, les différentes maturités, si c'est une conversion ou une dépréciation, et s'il est basé sur l'AT1 ou T2. Voici un screenshot Bloomberg sur un coco émis par la Banque de Chine. Comme nous pouvons le voir, celui-ci paye un coupon de 6% et a une maturité perpétuelle. On retrouve aussi la règle de conversion, que l'on peut voir en bas. A noter que celui-ci est noté par Moody's et qu'actuellement seulement un tiers des cocos émis sur le marché sont notés. Voici maintenant un index qui représente le montant des émissions de coco dans le monde. On observe bien que ce produit s'est développé de manière exponentielle après la crise. Merci à tous pour le temps que vous nous avez accordé.